Et salut tout le monde, c'est Isoka, et bienvenue pour ce numéro 4 de L'Appel du Devoir, le retour de cette émission trop longtemps mise sur le côté. Et oui, et il était temps, retour aussi des vidéos après quelques semaines un petit peu tumultueuses, voilà, un petit peu de fatigue, beaucoup de travail, des responsabilités familiales, enfin bref, le lot du quotidien d'une vie évidemment. Donc voilà, ravi de vous retrouver pour ce numéro 4 de L'Appel du Devoir, je vous le disais. Évidemment, cette émission durant laquelle on fait descendre cette pile à lire, cette montagne de lecture, avec au programme 2 comics et 3 mangas, un petit programme, bien tranquillou, avec notamment Godzilla de Half Century War de James Tokoe. On parlera également de Jonah de Chris Samney. Puis en termes de manga, on parlera de Doro et Doro dans la Chaos Edition, du tome 1 de Sanda de Paro Itagaki et du tome 13 de Frieren. Donc voilà pour le programme. On commence sans plus attendre par Godzilla en VO publié chez IDW. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent Deluxe Edition, sachant que c'est quand même un format comics standard, hein, je tiens à le préciser. C'est sorti il y a quelques mois déjà. Donc évidemment, le Godzilla de James Tokoe, c'est le Half Century War, principalement ce récit. Il y a également le récit qu'il a fait sur Godzilla in Hell, puisque Godzilla in Hell, c'était 5 artistes, je crois, qui s'essayaient à l'exercice de Godzilla en enfer, un petit peu, et ses différentes résurrections, et c'est franchement, bah, ça tabasse, quoi. La première chose que je vais dire déjà, James Tokoe, c'est extraordinaire. Alors, ce Godzilla-là, il était déjà sorti chez Vestron dans un format, bah, vous le connaissez, le format Vestron de toute façon, plutôt petit, souple, avec du papier. Alors je sais pas trop si c'est un papier glacé, mais c'est entre le papier mat et glacé, je dirais. Donc voilà, et ça fait l'actualité également, parce que je crois que ça ressortira au mois d'avril. Donc dans cette fois, franchement, une édition assez impressionnante. Je crois que c'est 31 sur 22. Donc 31 cm de haut sur 22 de large. Donc ça fera un quasi absolute ou vraiment une énorme franco-belge. Donc ça peut franchement valoir le coup. Certes, ce sera à 40 euros, alors que c'est un récit d'environ 130-150 pages. Voilà, avant de vous parler du récit, je tiens à dire quand même que la version VO, elle est aussi à 39,99$. Ce qui est très cher. Moi, je me rappelle, je l'avais eu pour moins cher quand même, mais au moins 30-32 euros, quoi. Donc ça reste cher, mais c'est franchement un très bel objet. Hein, c'est cousu. Voilà. C'est pas de la colle. Donc déjà, ça, là, au niveau de la qualité de la fabrication, c'est assez impressionnant. Et alors, de quoi ça parle, ce Godzilla? Bah, comme je pouvais vous le montrer dès le départ, déjà, ça c'est pas mal. Les chapitrages, c'est en quelque sorte bah, le pays ou la zone d'attaque un petit peu de ce kaiju. Et là, on va suivre notamment le lieutenant Ota Murakami. Et un petit peu, quelque part, son combat, il le dit dès le départ, son combat durant 50 ans, durant un demi-siècle, face à Godzilla. Donc ce monstre, cette créature qui va surgir dès 1954 à Tokyo. Donc c'est lui, hein, le lieutenant Murakami. Voilà, épaulé par son fidèle Kentaro Yoshihara, je crois, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et là, forcément, la première apparition de Godzilla, elle claque, parce que vraiment, James Tokoe nous en met plein les mirettes. C'est impressionnant, sa science du mouvement. C'est, on sent tout le chaos, toute la destruction générée. C'est très impressionnant, donc forcément, l'armée va essayer de chercher des armes conventionnelles pour venir à bout de ce monstre assez terrifiant et de sa carapace. Il y a presque des carapaces de cristaux, puis en plus, vraiment, sa peau, son cuir qui est quasi infranchissable hein, pour toutes les armes de poing modernes, en tout cas en 1954 à Tokyo. Donc voilà, il nous explique un petit peu que on peut pas oublier en tant que soldat vraiment son tout premier combat, sa première rencontre avec l'ennemi, sauf que là forcément c'est un ennemi qui est tout sauf commun. Et là vraiment c'est assez génial. Hein. Ça fait évidemment penser un petit peu au capitaine Akkad hein, et qui vient voilà qui a perdu sa jambe à cause de cette baleine, à cause de Moby Dick et qui veut absolument la retrouver. Et on sent que c'est vraiment un combat, presque une preuve hein, de l'intérêt de l'existence de l'un par rapport à l'autre. Quoi. C'est vraiment c'est assez impressionnant parce qu'on se rend compte que ça va être vraiment, ça va dicter toute sa vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il va essayer d'anticiper où il pourrait frapper pour, voilà, pour évacuer tout simplement la population, les civils, et pour minimiser le plus possible la destruction. Quoi. C'est un petit peu du contrôle damage, quoi, quelque part. Donc, déjà, comme je vous le montrais, c'est assez extraordinaire. On est ensuite au Vietnam, environ une dizaine d'années après, en 1967. Et là aussi, c'est assez incroyable parce que forcément, ça fait écho avec l'histoire. Hein. Il est évident parce que on nous dit que c'est probablement ce qui a fait naître un peu, ce qui a fait ressurgir Godzilla des profondeurs des mers. C'est probablement provoqué par l'homme et notamment des radiations. Donc, si c'est un être de radiation, forcément, c'est aussi un récit sur les dérives de l'armement et l'armement lourd notamment.
Et là, on va voir que par rapport au Vietnam, il y a vraiment quelque chose qui est assez fascinant. On va voir que il y a, il y a autre chose qui va y avoir en lieu, parce qu'on va se rendre compte aussi que forcément, l'homme, quand il peut manipuler un petit peu les monstres et essayer de les récupérer soit comme arme, soit en utilisant là, en l'occurrence, un transmetteur, en fait, une sorte de transmetteur qui pourrait repousser, parce que c'est le AMF, c'est un petit peu, je crois, le Anti-Megalosaur Force. Ouais, je crois que c'est ça, le Anti-Megalosaurus Force. Et vraiment, ils sont très créatifs pour essayer de trouver toutes sortes de stratagèmes. Ils avaient plus ou moins établi une sorte de transmetteur qui pouvait repousser les monstres. Sauf que lors des essais, ils ont failli se prendre un building sur la tronche, donc ils avaient abandonné l'idée. Évidemment, cette idée elle a été récupérée par un docteur beaucoup moins éthique, qui lui, plutôt qu'en en faire un répulseur, il en a fait un attracteur. Donc c'est évidemment un attracteur de monstres. Et là, on va voir quelque chose d'assez incroyable, puisque on va avoir une réunion de monstres. Enfin, c'est vraiment James Stokely qui se fait plaisir, jusqu'à ce qu'on arrive au Ghana, en 1975, où là, il y a vraiment des impressions d'apocalypse qui sont folles. Donc vraiment, en termes de storytelling, James Stokely, c'est un maître. En termes de détails, à profusion, de science de mouvement, c'est assez impressionnant. Euh, parce que c'est James Stokely qui est au scénario, qui est au dessin. Je sais plus si c'est lui à la colorisation, je vous dirai ça ensuite. Bah, je peux vous le dire tout de suite d'ailleurs. Mais c'est vraiment un tour de force, quoi. C'est hyper impressionnant. Ouais, il est légèrement assisté à la couleur par Heather Breckle, mais sinon c'est vraiment lui qui fait tout, quoi. Et c'est franchement impressionnant. On a des planches, moi je m'attardais, je prenais mon temps, je regardais les moindres détails. Là on a une course-poursuite incroyable en véhicule qui essaie de zigzaguer à travers les différents énormes monstres, énormes kaijus qui se foutent sur la tronche. D'ailleurs tous ces monstres sont nommés, on voit bien par quelle sorte de créature un petit peu ils ont été inspirés, en tout cas dans leur design, par rapport à leur mutation, leur radiation. Voilà, on arrive ensuite à Bombay en 1987. Donc voilà, je vais pas tout vous raconter, si ce n'est que franchement, on a un finish que je trouve absolument génial aussi. C'est vraiment, au bout d'un moment, c'est ce que dit le narrateur, c'est que il a passé trop de temps en fait à combattre cette créature, à essayer de trouver un sens à sa vie, bah, qu'on peut évidemment pas abandonner, quoi. Même si ça, c'est très certainement un combat qu'on ne peut pas gagner, hein, évidemment, un combat vain. Mais, mais en même temps, si on abandonnait maintenant, ça voudrait dire que notre existence n'a plus aucun sens, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Moi, je me suis régalé à la lecture de ce comics, vraiment, parce que je trouve que c'est splendide. Moi, c'est mon premier James Stokely. J'ai pris une grosse tartasse dans ma gueule, hein. J'ai encore la marque, là, je crois. Mais non, non, c'était génial, quoi. J'ai adoré. Je vais regarder ce qu'il a fait d'autre, mais c'était vraiment super. Donc vraiment, ce récit de Half Century War, j'ai trouvé que c'était une réussite totale. Une régalade pour les yeux, vraiment. C'est complètement dingue, hein. Comme je vous le dis, l'impression de désordre, de chaos organisé, c'est impressionnant. Et on a aussi des moments d'accalmie qui contrastent radicalement, c'est superbe. On a ensuite, comme je vous le disais, c'est non moins superbe, le chapitre de James Stokely de Godzilla in Hell. Donc là, c'est un récit d'une vingtaine de pages complètement muet, mais vraiment avec des planches waouh, qui sont dingues, dingues, dingues. Je vais vous en montrer, voilà, par exemple celle-ci. Donc un affrontement entre Godzilla et une créature qui semble lui ressembler, mais qui réserve quelques surprises. Donc c'est vraiment superbe, quoi. J'ai adoré ce récit. On a à la fin, en bonus, quelques petites galeries de couverture. Donc c'est magnifique. Je vous montre un petit peu tout ça. Donc vraiment, voilà, je le dis et je le répète, hein, je me suis régalé. Alors est-ce que je vous conseille d'aller sur la version à 40 € en énorme format? Si vous êtes un fan de Stokely, pour moi la question elle se pose même pas, honnêtement. Si vous n'êtes pas allé sur la version Vestron, hein, que vous aimez, que vous avez le budget évidemment, hein, mais que vous aimez vraiment les... Et en plus c'est plutôt un bon récit, hein, il fonctionne très bien, hein, c'est un récit entre le récit militaire et justement cette espèce de guerre un petit peu entre l'homme et la bête, quoi. Vraiment, c'est pour ça que je le compare à Moby Dick, parce que ça m'y a fait énormément penser. Et c'est vraiment un témoignage comme ça de quelqu'un qui essaie de survivre à travers les années en essayant de combattre enfin de mener ce combat perdu d'avance pour le bien des autres, pour le bien de l'humanité, pour sa survie tout simplement. Honnêtement, vraiment, c'est un récit que j'ai adoré. Voilà. Donc Godzilla de James Stokely, de Half Century War, pépite.
On enchaîne encore avec un comics, cette fois Jonah, et vous allez voir qu'il y a quelques thématiques similaires. Cette fois, ça a été édité chez Onipress. Alors là, je me suis pris l'intégrale, donc c'est la totalité des 12 numéros. Sachant que ça, c'est sorti en VF en 3 tomes chez 404 Comics, je crois rebaptisé 404 Graphiques. Donc voilà, Jonah, c'est qui? Bah, c'est Chris et Laura Samney au scénario. C'est Chris Samney, évidemment, au dessin. Et c'est Matthew Wilson qui l'a déjà accompagné à la colorisation. Et Jonah, bah, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte deux sœurs, Rainbow et Jonah, justement. Bah voilà, qui un petit peu leur histoire. L'histoire de ces deux filles qui ont grandi dans ce village. Voilà, au sein d'une famille aimante. Et donc on voit un petit peu que elle, Jonah, est beaucoup plus sauvage. Elle aime crapahuter et se balader un petit peu dans ces décors naturels et dans cette forêt. Et en fait, on est un petit peu in medias res parce qu'on est à un moment très important dans la narration qui va initier le basculement total du récit. Et tout simplement, bah, c'est la rencontre bah, d'un kaiju. Et là aussi, bah, décidément, spécial kaiju. Non, pas vraiment, vous verrez qu'on parlera d'autres choses ensuite. Et là, bah, comme vous pouvez le constater depuis le début, pas de texte. Donc c'est vraiment, encore une fois, Chris Samney et la science qu'il a de la narration, la composition, la décomposition de ses cases et de ses planches. C'est vraiment incroyable, hein. C'est absolument génial. Donc on voit tous ces mouvements, il y a un côté un petit peu Sangoku d'enfant sauvage, et forcément cette espèce d'affrontement va complètement changer bah, la face du récit, et on est retrouvé, catapulté 1 an plus tard, et on suit le personnage de Rainbow, donc, qui est la grande sœur de Jonah, et qui recherche cette dernière partout, puisqu'elle en a perdu la trace depuis ce fameux affrontement, et les conséquences terribles qui ont eu lieu entre voilà, Jonah et ce kaiju. Jonah a-t-elle succombé en fait à ce combat? Qu'est-il advenu du village et de sa famille? Bah, c'est ce qu'on va suivre. On va voir vraiment un récit qui m'a fait penser. Bah, en fait, c'est à la fois un récit que vous pouvez mettre dans les mains d'un enfant parce que c'est absolument génial et c'est complètement facile d'accès. Et en même temps, par exemple, la scène que je suis en train de vous montrer, elle a vraiment fait penser à une scène des conséquences en fait d'un territoire en zone occupée ou en zone de guerre. Vraiment des gens qui sont désespérés, qui n'ont plus rien et qui essaient de retrouver chacun un membre disparu de leurs proches ou de leur famille. C'est vraiment quelque chose que je trouve assez touchant. Et donc Rainbow va finir par retrouver évidemment la trace de sa sœur, et elle va voir que elle a du mal un petit peu à communiquer avec elle, parce qu'il s'est passé quand même du temps. Elle essaie de se souvenir évidemment de tout ce qui les a rapprochés. Et là, on va voir vraiment des kaijus qui sont assez incroyables. Donc, qu'est-ce qui se passe un petit peu? Quels sont ces phénomènes, hein? Pourquoi ces monstres-là habitent-ils ces terres? Rainbow va-t-elle finir par retrouver Jonah, et comment vont-elles toutes les deux pouvoir retrouver, parce qu'elles recherchent évidemment leurs parents, quoi. Ils espèrent qu'ils ont pu bah, s'en sortir indemnes de ce terrible drame. Et vraiment, c'est un récit que j'ai trouvé excellent. On en apprend un petit peu plus justement sur les conditions dans lesquelles Jonah est arrivé à intégrer cette famille. Et vraiment toute cette relation très touchante qu'il y a entre elle et Rainbow. Toute cette espèce de parcours initiatique, Jonah semble très décidée et semble savoir ce qu'elle doit faire. Et elle va un petit peu emmener Rainbow malgré elle, puisque Jonah est plutôt insaisissable et Rainbow veut absolument comprendre, essayer d'établir la communication, puisque toutes les deux, elles pensent avoir le même objectif. Est-ce le cas? C'est ce que vous allez découvrir. Moi, c'est un récit que j'ai trouvé haletant. On se demandait ce qui se passe, et en plus, il y a une révélation absolument géniale. Voilà, je me suis régalé à la lecture. Chris Samney, de toute façon, m'avait déjà énormément convaincu. Voilà, ça, c'était une scène que je trouvais très belle. Hein. C'est celle-là dont je voulais vous parler plutôt. C'est vraiment une scène où tout le monde est un petit peu solidaire. Chacun fait le témoignage un petit peu de ce qu'il a perdu et de ce qu'il espère retrouver. Donc, on a vraiment cette espèce de solidarité entre les gens qui ont tout perdu. Et je trouvais ça vraiment très beau. Et en même temps, il y a toujours cette note d'optimisme quand même. Et ce côté, ah oui, ces deux personnages qui vont être très importants aussi. Ces espèces de guerriers, de couples guerriers qui s'engueulent tout le temps et qui se rejettent la faute, mais on sent qu'ils s'aiment comme au premier jour. C'était vraiment une relation très touchante, ça aussi. Eux aussi vont être très importants dans cette quête. Et ils vont croiser la route, probablement, de Jonah et Rainbow. Donc voilà, je vous montre pas tout, je vous montre juste quelques planches parce que vraiment, je trouve que les scènes de combat sont vraiment très réussies. Les scènes de kaiju aussi, enfin, c'est très dynamique, c'est très beau, c'est très fluide. C'est vrai que ça se lit très vite. Ça peut être le reproche. Moi, je vous avoue que je l'ai lu
lors d'une pause méridienne, au travail, il faisait beau, c'est quand on avait des jours où il faisait très beau, là, rappelez-vous. Et là, ça va revenir. Donc voilà, je profitais de lire ça au soleil, c'était très agréable, et franchement, quelle régalade, Jonas. Alors, c'est sans prétention, c'est évidemment pas le comics de l'année, mais vraiment, je trouve que c'est un récit qui fonctionne bien, j'ai pris un énorme plaisir à le lire. Et vous voyez, on va revenir justement à cette situation-là, quand je vous disais que c'était le point de bascule du récit. Et c'était vraiment extraordinaire, quoi. J'ai adoré ce récit, je trouve que la conclusion est très belle, hein, très touchante, assez surprenante, mine de rien, et on a vraiment un récit maîtrisé, je trouve, hein, du début à la fin par Chris Samney, qui est lui aussi au scénario avec Laura Samney, du coup. Donc vraiment, Jonah, je recommande, hein, si vous l'avez jamais lu, de toute façon, c'est disponible en VF hein, chez 404. Voilà pour les comics. On enchaîne avec les mangas. Tout d'abord, je vais vous parler de tome 1 de Doro et Doro dans la Chaos Edition. C'est un manga qui était déjà sorti précédemment dans plusieurs éditions, je crois à peu près, je sais jamais si c'est 18 ou 21 tomes, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis une bêtise. Déjà était sorti dans un tarif un petit peu cher, autour de 13,99€, quelque chose comme ça. Bon bah là il est à 19,99€, hein, c'est aussi cher. Bon, vous avez environ 330-350 pages, c'est quand même assez... ouais d'ailleurs plutôt 330, ouais, 320 même. Mais alors donc c'est de Kyu Hayashida, c'est une autrice. Et ça va nous parler de lui, ce personnage de Caïman. Voilà. Donc là, il a évidemment un masque à gaz, hein, c'est pour mieux cacher évidemment son visage, hein, puisque voilà, il ressemble à ça. Et déjà, je peux vous montrer les dessins, moi je les trouve très forts, hein, très bruts. Il y a un côté très brut, très, très crasse et en même temps très beau. Moi, vraiment, j'aime énormément les dessins. Donc de quoi nous parle Doro et Doro C'est justement de cet être à tête de caïman, qui est complètement amnésique, qui n'a aucun souvenir, et qui va être accompagné de Nikaido, une jeune fille, et qui va essayer de l'aider à retrouver la mémoire. Lui, il comprend pas pourquoi il a une tête de caïman, et du coup, il veut interroger un petit peu tous les mages pour savoir s'il peut essayer de retrouver la mémoire et de savoir qui l'a transformé comme ça. Parce que oui, ce qui est intéressant en fait dans ce manga, c'est qu'on suit donc ces deux personnages dans la ville de Hall. Et Hall, c'est une espèce d'endroit où les mages, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est deux mondes qui seraient séparés par une porte, le monde des magiciens et le monde de Hall. Et du coup, les magiciens, les mages, ils viennent s'entraîner sur la population. Qui dit s'entraîner sur la population, dit, en gros, la population, c'est des cobayes, tout simplement. Et donc, vous avez beaucoup de populations qui se retrouvent avec des têtes d'animaux, des mains en moins, ou alors une main en ciseaux ou en lame tranchante. Enfin, c'est assez terrifiant. On voit toute cette population qui est complètement scarifiée, qui est morcelée, quoi. C'est assez hallucinant. Qui est complètement détruite au profit des mages. Et on va suivre aussi, justement, tous ces mages masqués. Quel est un petit peu le rite initiatique pour cela, quel est leur but. Parce que ce que je vous ai pas dit aussi, et ça je vous préserve la surprise, c'est que à chaque fois que Caïman tombe sur un mage, il l'englobe, il le met dans sa gueule, et il lui fait passer un test. Voilà. Et si jamais ce test n'est pas concluant, alors il tue le mage. Donc c'est vraiment un manga qui est assez sanglant, qui est assez violent, mais qui est aussi très drôle. J'en veux pour exemple le personnage d'Ebisu. Ebisu qui est un des mages qui normalement, ils aimeraient mettre la main dessus pour pouvoir comprendre qui aurait transformé Caïman comme ça. Parce que visiblement aussi, ce Caïman résiste à la magie. Et c'est quelque chose d'assez peu commun. Et le personnage d'Ebisu pourrait peut-être retrouver sa trace, mais il lui arrive que des malheurs. Elle est tantôt transformée en zombie, tantôt elle a perdu la mémoire. À chaque fois, on utilise des sorts pour essayer de la réparer ou de la ressusciter, mais c'est pas super réussi. Oh, franchement, j'ai adoré ce tome de Doro et Doro. Vraiment, c'est excellent. J'essaie de vous montrer différentes planches. Il y a aussi un mage avec un masque de cœur qui est assez effrayant. Non, mais tout est hyper réussi. Très hâte que le tome 2 sorte. Je crois qu'il sortira courant avril. De suivre les péripéties de Caïman et Nikaido. Surtout qu'on en apprend aussi plus sur Nikaido, qui a un passé très mystérieux. Voilà, donc on se demande un petit peu ce qui lui est arrivé, pourquoi elle a basculé, hein, entre guillemets. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé génial. On a envie d'en savoir plus un petit peu, à la fois sur cette société des mages, quel est leur objectif, hein,
Euh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trouve dans la gueule de Caïman? Et en quoi ça a un lien avec sa métamorphose? Pourquoi il résiste à la magie? Beaucoup de questions qui se posent. J'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai tellement hâte que le tome 2 sorte, quoi. Donc vraiment, Doro et Doro, bah, essayez si le prix ne vous freine pas, parce que c'est vrai que 20 euros, c'est un peu cher. Ok, c'est un format de luxe, mais quand même, quoi. C'est environ, comme je vous le disais, 320 pages. Mais bon, si ça vous gêne pas, franchement, foncez, c'est génial. On enchaîne avec le tome 1 de Sanda. Sanda, et oui, de Paru Itagaki. Paru Itagaki, c'est évidemment l'autrice de Beastars. Beastars qui est, bah, je pense, mon manga préféré qui est sorti de ces 5-6 dernières années. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Donc, l'intégrale en 22 tomes. Il y a aussi eu 3 tomes de Beast Complex. Voilà, des petits récits comme ça. Alors, c'est sur des animaux, hein, des carnivores, des omnivores qui vivraient dans l'Institut Sheriton. Et ça commence par un meurtre à Houdonite et ça va aller beaucoup plus loin. Bref, je vous conseille Beastars, c'est génial. Et donc Sanda, ça parle de quoi? Ça parle de Sanda, de ce jeune garçon qui, voilà, dès le départ, ça commence comme ça. On a une scène un peu particulière où le personnage de, j'ai oublié son nom, je vais vous redire ça tout de suite, bah, essaie tout simplement de le tuer ou de le pousser à bout, de Fuyumura, voilà, puisqu'elle est persuadée que c'est, comment dire, il détient un petit peu l'héritage des pouvoirs du Père Noël lui-même. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, on a pas mal de choses assez mystérieuses dans ce tome, c'est-à-dire que on se retrouve en décembre, les lycéens, alors qu'ils sont en pleine séance d'éducation sportive, hein, bah, ils voient qu'il neige, et alors là, ils sont abasourdis. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il neige en décembre? Mais c'est incroyable. Donc on voit bien que le monde, il est complètement différent, il n'y a plus franchement de saison. Il y a ce Père Noël, qui est une espèce de mythe, voilà, et elle veut absolument, donc, faire ressortir le Père Noël qui se retrouverait en Sanda, ok, qui aurait des pouvoirs insoupçonnés, et qui lui permettrait peut-être de retrouver son ami disparu. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de mystères. Et au-delà de ça, on a vraiment un statu quo qui est très particulier. C'est-à-dire que les enfants seraient une denrée rare. Visiblement, c'est compliqué d'avoir des enfants. On ne sait pas beaucoup plus. Et du coup, bah, tous les adultes seraient complètement à la solde des enfants. Et les enfants feraient absolument ce qu'ils veulent, quoi. Donc, est-ce que c'est tout simplement une métaphore, une caricature des enfants rois? Ce serait un moyen d'un petit peu de dénoncer cette société de parents qui feraient absolument tout ce que leurs enfants veulent, hein, et qui les spoilerait trop, qui les gâterait trop. Bon, à voir. Mais en tout cas, ce manga, il est franchement intriguant. C'est plutôt pas mal. Évidemment, Sanda, bah, vu la couverture, vous avez bien vu qu'effectivement, il va avoir des pouvoirs assez étonnants, notamment des pouvoirs à base de ski, euh, qui m'ont bien fait marrer. Et globalement, il y a un côté un peu creepy, un peu drôle, mais franchement très intriguant, qui fait qu'on a envie de lire la suite. Alors évidemment, les dessins, c'est assez spécial. Quand on est passé par Beastars d'abord, bah moi sur le coup, j'ai vraiment eu l'impression que tous les personnages avaient des têtes d'animaux. Donc c'était assez rigolo. Mais passer ça, franchement, c'était une lecture très agréable, avec pas mal de choses très intrigantes et prometteuses. Voilà, cette métamorphose, ce côté un petit peu monde dystopique, on comprend pas trop ce qui s'est passé, ce qui a précipité tout ce changement, à moins que ce soit juste un élément fantastique, voilà, avec lequel il faut faire, mais vraiment ce côté relation entre adultes et enfants qui serait un petit peu inversé, ces enfants rois, mais à côté de ça, on a le Sanda qui se transforme en Père Noël et qui là gagne en maturité et a envie de botter le cul de ces enfants qui se comportent n'importe comment. Très intéressant, vraiment ce positionnement entre adultes et enfants insupportable. Comment le Santa va-t-il trancher? Donc vraiment à suivre cette série, j'ai trouvé ça vraiment assez frais, plutôt rigolo. On termine, on termine avec le tome 13 de Free Ren. Celui-là, pourquoi je vous en parle que maintenant? Bah, parce qu'il devait sortir l'été dernier. Il a été repoussé en décembre 2024. Et j'ai complètement oublié de l'acheter, tout simplement. Donc je l'ai acheté récemment, je crois que j'en ai parlé dans un live, je sais plus lequel. Et Freerun, c'est une série que j'aime beaucoup, j'aime énormément. En plus, on avait un arc en cours qui était assez fascinant, qui était un arc temporel, en rapport avec le fait qu'elle ait touché la stèle de la déesse. Donc elle avait été retrouvée bah, dans une autre temporalité, une temporalité où elle pouvait retrouver bah, des compagnons qu'elle a chéris et qu'elle a accompagnés. Alors qu'elle a chéris, peut-être pas, parce que on en parle justement, Frieren, c'est une elfe qui a vécu énormément longtemps, et c'est ça qui est assez intéressant dans ce manga, c'est qu'on va commencer sur l'après. Ils viennent de vaincre le roi des démons, d'accord. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va retrouver ses compagnons? On va les voir vieillir, puis mourir, puis elle va avoir de nouveaux compagnons, et elle va lancer un petit peu une nouvelle aventure, de nouvelles quêtes, de,
Et c'est ça qui est très intéressant dans Frieren, c'est-à-dire que là, on avait un arc en cours, et on va voir la conclusion de cet arc, avec peut-être en plus des conséquences insoupçonnées qui auront peut-être des répercussions bien plus tard dans le manga. C'est ce que je crois en tout cas, et c'est ce que j'espère aussi. Mais autrement, on a vraiment un manga qui oscille entre les moments de légèreté et de tension. Mais il y a beaucoup plus de légèreté. C'est beaucoup plus des chapitres one-shot, un petit peu comme on peut faire dans des comics, en tout cas des récits autocontenus à chaque chapitre, mais avec une espèce de ligne directrice, quand même, de fil rouge. Et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont venir en aide à certains habitants, puisque Frieren, qui est l'élève de la grande sage, de la grande mage Flamme, pardon, qui est celle qui a écrit énormément d'encyclopédies sur la magie, celle qui essaie de recenser la totalité des sorts du monde magique, mais c'est pas une mince affaire, et on comprend mieux pourquoi l'amour de Frieren pour les grimoires et pour les sorts, aussi anodin soit-il, je trouve que ça a son importance justement, et là on le voit aussi par rapport à la représentation du héros, la statue. Est-ce que c'est grave si le peuple se fait une idée complètement écornée ou différente de ce que le héros a véritablement été? Ça aussi c'est intéressant. On voit plein de choses, on voit la dévotion aussi, la dévotion d'un soldat pour une cause qu'il ne comprend pas. Voilà, ça aussi c'est très intéressant. Est-ce que ça a un sens à sa vie? Parce qu'au départ c'était des gens dénués de sentiments, voilà, c'est les guerriers de l'ombre, avec d'autres, des compagnons d'armes, et ils devaient tout faire pour s'intégrer, donc il se faisait passer pour une famille, prétendue famille, sauf qu'évidemment, comme beaucoup, ça fait penser évidemment à des missions d'infiltration, comme beaucoup de missions d'infiltration, au bout d'un moment, on peut pas être des robots pendant des années, et les sentiments, forcément, vont naître, et là où on ne doit pas sourire, on ne doit pas montrer le moindre signe d'émotion positive, bah, on change forcément avec le temps et avec une émission qu'on a oubliée ou qui, elle, semble nous avoir oublié. Donc vraiment, Frieren, ça raconte plein de choses, mais de manière très subtile. C'est vrai que c'est pas quelque chose de grandiloquent, c'est pas quelque chose d'épique, même si on a eu deux arcs assez importants, je trouve. Mais justement, il y a toutes ces respirations entre ces arcs, et pourtant, je suis persuadé que l'arc temporel, de ce que j'ai cru comprendre, notamment lors d'une case, et ça, il faudra que j'en parle, mais en zone spoiler, il n'y a pas de zone spoiler là, mais juste, il faudra que j'en parle à d'autres, pourquoi pas, qui ont lu ce tome. Il y a vraiment quelque chose qui m'intrigue énormément par rapport à certains démons dans le passé. Voilà, j'en dis pas plus, mais ce tome de Freerun, je l'ai dévoré et je l'ai adoré. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Je vous avais dit, voilà, c'est une émission assez courte, où voilà, je vous parlais de 5 titres. Je vous parlais de Godzilla, de Half Century War, de James Tokoi, que j'ai adoré, énorme claque graphique, vraiment, qui sortira bientôt en VF, en très grand format. Il est déjà sorti en VF, hein, mais là, c'est un très grand format. La régalade, James Tokoi, c'était super. En parlant de régalade pour les yeux, Chris Samney, c'est pas mal non plus pour Jonah, qui est vraiment un récit que j'ai adoré, qui se lit très vite, mais qui est vraiment un récit très feel good, très plaisant, et en plus avec une superbe révélation, une très belle fin. J'ai adoré. Et puis Doro et Doro, vraiment une série que je vais suivre. Alors je sais pas combien il y aura de tomes, probablement une quinzaine, je pense, dans cette édition-là. Mais je sens que je vais me régaler, que la série est loin d'avoir réservé son lot de surprises. Donc vraiment, très très hâte de lire ce tome 2 qui sort, je crois, courant avril. Sanda, que je vais évidemment suivre, que je vais continuer, par Itagaki, j'ai confiance en elle. Et puis Frieren, que j'aime toujours autant. Donc voilà, pour le bilan de cette palle du devoir numéro 4, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Merci de lâcher un petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, dites-moi plutôt, vous, ce que vous avez lu, justement, qu'est-ce que vous avez fait descendre dans cette pile à lire. Voilà, serrons-nous les coudes, on peut y arriver, on peut complètement descendre cette pile à lire à 5, 7 ou 10 bouquins. Oui, on n'y croit pas trop, mais c'est pas grave. Bref, moi je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente après-midi, une excellente matinée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!